Bienvenue en pleine nature au bord de l'étang Grentier sur la commune de La Machine dans la Nièvre où nous allons parler du Sigma 2470 FD8 DGDN Art. Je vais vous faire un compte rendu du test que j'ai fait sur cet objectif, vous dire ce qu'il a dans le ventre, ce qu'il vaut et ce que j'en pense tout de suite après le générique. Comme annoncé en introduction, nous allons donc parler du Sigma 2470 DGDN F2.8 catégorie Art. C'est un objectif qui a maintenant quelques mois derrière lui. Il est considéré comme un des meilleurs objectifs de la gamme Art de chez Sigma. Nous allons donc voir ce qu'il a dans le ventre. Je lui ai tiré un petit peu les verres du nez par rapport au test que j'ai pu lui faire. Commençons donc à présent la présentation. Alors, comme on l'a dit, c'est un objectif de la catégorie Art, ce qui veut dire qu'il a une finition optimum et par ce fait, elle est tropicalisée. Alors je sais bien que les gens de chez Sigma n'aiment pas parler de tropicalisation, donc on va dire qu'il est étanche à la poussière, étanche à l'humidité, etc., etc. N'empêche que c'est quand même un petit peu la définition de la tropicalisation. Il a un corps en métal, puisque finition Art oblige. Il est livré avec un pare-soleil ligne de Snow, qui est quand même assez robuste. C'est la première fois que je vois un pare-soleil aussi bien conçu et de facture assez robuste. Il est livré évidemment avec le bouchon de protection de la lentille avant. Comme énoncé DGDN, il est donc conçu pour les hybrides plein format. Là j'ai la monture E, donc pour les appareils photo de la marque Sony. Comme on peut le voir, il a la bague de mise au point, la bague de focale 2470, la mise au point aussi bien que la bague de focale sont assez quand même souples d'utilisation. La bague de mise au point, elle, est assez fluide. L'avantage de cette bague de mise au point est qu'elle n'a aucune butée, que ce soit à l'extrême droite ou à l'extrême gauche. La bague de focale, elle, est quand même un peu plus dure. On sent vraiment que là, il faut mettre un petit peu plus de force pour changer de focale, ce qui peut être un point rassurant lorsque l'on est en reportage. Nous avons un bouton lock qui permet de verrouiller l'objectif à 24 mm. Effectivement, on peut se dire que sur les autres focales, l'intérêt du bouton lock n'a pas vraiment grande utilité puisque, encore une fois, la bague de focale est quand même assez dure à manipuler. Objectif Sony, vous avez le bouton AFL qui est donc programmable dans le boîtier avec une fonction qui vous sera propre, puisqu'il est personnalisable. Et vous avez le bouton autofocus, manuel autofocus. Voilà pour cette présentation dans les grandes lignes de cet objectif. Alors comme on peut le voir, il n'est pas très encombrant. Là je suis à la focale 70, je le descends à la focale 24. Vous voyez, l'avantage c'est qu'il reste assez compact quand même. Même à 70, il ne présente pas trop d'envergure. Il sera assez souple d'utilisation dans ce que moi je vais en avoir besoin, notamment le reportage professionnel. La lentille frontale, elle, est plate, ce qui nous permet de mettre un filtre UV par exemple pour protéger justement cette lentille frontale. Mais vous pourrez aussi y visser tout autre type de filtre qui vous semblera bon d'utiliser. La mise en place du pare-soleil, elle, comme tous les autres objectifs, elle est assez intuitive. On trouve l'écran, on le pose, on verrouille. Et pour déverrouiller le pare-soleil, il y a un petit bouton qu'il faut appuyer. Par contre, là, c'est différent un petit peu de tous les objectifs. Ce qui permet de rassurer quant à l'utilisation. Il faut appuyer sur ce bouton pour déverrouiller le pare-soleil. L'insertion du pare-soleil, elle, est grandement facilitée à cause du petit crantage que l'on trouve en périphérie du pare-soleil. Et là, il n'y a aucun souci de verrouillage du pare-soleil. On tient bien le pare-soleil dans les doigts. Il n'y a pas de souci, il glisse absolument pas. Et le verrouillage se fait de manière très intuitive. Pour clôturer cette présentation, cet objectif en version Sony pèse 830 grammes. En version 24 mm, il ne mesure que 13 cm de hauteur. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, il est assez compact et passe partout à ce niveau-là. Et nous pouvons dire, sans spolier les résultats, que cet objectif est quand même un sacré concurrent pour toutes les autres marques d'objectifs. À ce niveau-là, il tire très bien son épingle du jeu. Alors maintenant, approchons le résultat des tests que j'ai pu faire. Commençons par le piqué. Là, petit bémol sur le piqué, c'est un objectif qui a un piqué bon dans l'ensemble, il n'y a pas à rougir, il fait bien le job. Par contre, je mets un petit bémol sur le piqué parce que par moment, en fonction des focales ou des ouvertures, il est quand même nettement en retrait. Comme vous allez pouvoir le voir sur les images de démonstration que je vais vous mettre tout au long de cette vidéo. Ce qui permet de dire qu'à toutes les focales, nous aurons une bonne image. Par contre, là, pour moi, où il sera vraiment le meilleur, il sera vraiment au top, c'est à 35 mm entre f4 et f11.
Sur les autres focales, nous pouvons observer une attitude plus standard de cet objectif et une légère baisse de qualité à pleine ouverture. Nous obtenons un rendu optimal entre f4 et f5.6. Cependant, au 50 mm, nous pouvons noter un léger manque d'homogénéité entre le centre de la photo et les bords. Et dans le prolongement de ce petit bémol, à 70 mm, nous pouvons noter une légère baisse de rendu. En ce qui concerne les distorsions, écoutez, elles sont présentes, faut pas se voiler la face. Paradoxalement, au 24 mm, on va être légèrement en barillet et au 70 mm, on va être légèrement en coussinet. Rien de bien grave, un bon logiciel tel que Lightroom saura vraiment résoudre ce genre de problème. Il n'y a pas de souci là-dessus. Pour avoir fait les tests aussi bien en prise de vue et après passer sous Lightroom, Lightroom récupère très bien ces petits phénomènes de distorsion. Et donc, comme je viens de le sous-entendre, de 35 mm à 50 mm, il n'y a aucun souci de distorsion. C'est la plage focale parfaite de cet objectif. Alors attention, petit bémol par rapport à la distorsion, entre 35 et 50 mm, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Cependant, à 50 mm à f16, j'ai noté un léger barillet présent sur mes photos. Les aberrations chromatiques, quant à elles, eh bien écoutez, j'ai détecté de légères aberrations chromatiques, notamment sur les bords en périphérie de photo. Rien de bien compliqué, Lightroom, encore une fois, a bien géré ces aberrations chromatiques et les a quasiment toutes récupérées. Parlons du flair à présent, si vous le voulez bien. J'ai testé le flair dans des conditions ensoleillées, malgré ce qu'on peut avoir en ce moment, qui est quand même assez paradoxal. J'ai aucunement détecté la présence du flair, même en plein soleil, sur les photos et notamment dans le viseur. Là-dessus, il est nickel, il n'y a pas de souci de flair sur l'objectif. Petit bémol par contre au niveau du bokeh, je trouve que le bokeh est vraiment imparfait et notamment en périphérie de photo, ça manque un petit peu de finesse et on a un bokeh qui se valise par rapport au centre de la photo où il est presque parfait. Et lorsqu'on part en périphérie de la photo, ça manque un petit peu de punch à ce niveau-là. À présent, si vous voulez bien, nous allons parler du vignettage. Et là, le vignettage, j'en ai détecté un petit peu, pas forcément nocif. Il est même plutôt agréable quand il est présent. Ça peut permettre, dans certains cas, de recentrer la vision du lecteur de nos photos sur le centre de la photo. Même à f2.8, il est présent, mais pas non plus vraiment impactant sur la photo. Alors, vous allez dire, oui, mais j'ai encore fait mon professeur Nimbus, j'ai sorti mes formules mathématiques à dormir debout. Ouais, j'ai refait mes petites formules, ma petite sauce à moi pour mes petits tests à moi. Et à f2.8, je trouve un vignettage de 3% sur les photos, donc vous voyez vraiment pas grand chose. Alors pourquoi 3%? Parce que j'ai pris la diagonale de la photo et j'ai regardé en haut et en bas le vignettage présent et j'ai fait une petite sauce mathématique, j'ai fait mon professeur Nimbus. Clin d'œil à la personne qui se reconnaîtra. Par contre, le vignettage va passer à 3,5% au 50 mm. Et là, à 70 mm, par contre, on sera à 4,6%. Donc là, il sera un petit peu plus présent quand même. Par contre, si je ne vous parle pas de vignettage aux autres focales et aux autres ouvertures, c'est tout simplement qu'il a complètement disparu pour les autres ouvertures et les autres focales. Alors, cet appareil photo a un gros point positif et pour moi, un gros point négatif. Commençons par le moins, pour finir par le plus. Le gros point négatif, c'est qu'il n'a
aucunement de stabilisation disponible sur cet objectif. Pour moi, il est vrai qu'à 24 mm, on n'a peut-être pas besoin de stabilisation, mais quand on est au 70, on va commencer à avoir envie de stabilisation, notamment en intérieur où on va avoir besoin de beaucoup plus de lumière, donc de vitesse plus basse, et peut-être qu'une stab aurait été plus judicieuse que de ne pas en avoir. Un point que je n'ai pas abordé, parce qu'il est vrai qu'il n'est pas équipé de stab, mais pour 1200 € environ, on peut pas non plus demander la lune à Sigma, surtout que s'il l'avait équipé de stabilisation, le prix aurait peut-être avoisiné les 2000-2500 €. On est quand même beaucoup moins cher que des objectifs concurrents, de marques concurrentes, sur cette gamme de focales. Ça, c'était le point négatif. Maintenant, le gros point positif pour moi, c'est l'autofocus. Je vais m'en servir aussi bien en photo qu'en vidéo pour mes reportages. Et là, je peux vous garantir que pour l'avoir testé en vidéo, et notamment en vidéo dans un milieu fermé avec une luminosité un petit peu dégradée, il est au top. Il est super silencieux. Je ne l'ai pas entendu de toute l'après-midi lorsque j'ai fait mon reportage vidéo avec. Il est hyper réactif. Et encore une fois, même en basse lumière, il capte bien le sujet, il verrouille bien le sujet sur l'œil et n'en décroche que très rarement. Nous avons quand même sur cet objectif au 24 mm une Mac Mini, donc une mise au point minimum de 18 cm, c'est quand même pas grand chose. Et au 70 mm, nous avons une mise au point minimum de 38 cm. Qui là, encore une fois, même au 70 mm, c'est vraiment quand même ridicule comme distance minimale de mise au point. Après avoir visionné plusieurs exemples de vignettage, de distorsion, d'absence de flair, je vous invite à parler maintenant des points positifs pour moi de cet objectif et des points négatifs. Une fois n'est pas coutume, nous allons commencer par les points négatifs de cet objectif. Donc pour moi, le premier, c'est le manque de stabilisation. Le deuxième, ce sont quand même les distorsions qui sont quand même assez présentes à certaines focales. Le vignettage, même si celui-ci peut être assez artistique, il est quand même présent. Faiblement, comme on l'a dit tout à l'heure, mais il est quand même là. Comme vous avez pu le comprendre, il manque quand même d'homogénéité entre le centre de l'optique et les bords des photos. C'est un petit point négatif quand même. Et pour moi, le dernier point négatif, c'est son bokeh qui est, on va dire, pour utiliser un mot fort, qui est quand même imparfait. Finissons quand même par les points positifs, pour finir sur une note quand même positive. f2.8, constant. Donc là, une ouverture constante à f2.8, quelle que soit la plage focale, c'est quand même assez remarquable. Nous avons sur cet objectif quand même une bonne netteté dans l'ensemble. Faut pas non plus être pessimiste à un point en plus finir. Nous avons une excellente gestion du flair et des aberrations chromatiques, ce qui est à souligner quand même. Nous avons aussi une très bonne finition de cosmétique de l'objectif. Il est tropicalisé quand même. Encore une fois, même si Sigma n'aime pas ce terme, il est tropicalisé pour moi. Il possède le bouton AFL programmable et personnalisable. Le dernier des points positifs qui n'est pas des moindres, il a un autofocus de fou. C'est impressionnant, sa réactivité et son verrouillage. Il est extrêmement silencieux et je peux vous garantir que dans des spectacles ou des concerts, je vais me régaler avec un objectif aussi silencieux et aussi réactif, même en faible condition d'éclairage. En conclusion, c'est un très bon objectif. Il sait se démarquer des concurrents dans les mêmes plages focales. Je le recommande vivement parce que je trouve que rapport qualité-prix, il n'y a rien à dire. Il est au top. Sigma a frappé encore une fois très fort du poing sur la table. Autre gros point positif pour lequel je n'ai pas parlé tout à l'heure dans les essais, parce que bon, c'est un petit peu particulier de parler de cette chose-là, mais je dois noter que il fait très fort dans les problèmes de déformation des perspectives à toute focale. Il est excellent. Je n'ai pas trouvé de déformation flagrante de perspective, même au 24 mm, aussi bien en plongée qu'en contre-plongée. Vous verrez, je vous ai mis des photos pour vous montrer que dans ces deux situations-là, les perspectives sont à peu près respectées, il n'y a pas de souci. Donc pour moi, si vous hésitez entre plusieurs marques pour un 24-70 f2.8, alors là, encore une fois, on a la version Sony, mais je suis sûr que le bloc optique pour d'autres versions est strictement identique. Je parle pour les hybrides plein format, attention. N'hésitez pas, investissez dans le 24-70 f2.8 DGDN. Pour moi, il est nickel, il va tout à fait correspondre au job que je vais lui faire pour mes reportages professionnels. Voilà mon retour en ce qui concerne le Sigma 24-70 f2.8 DGDN.
art. Petite parenthèse, parce que j'ai eu quelques messages privés sur Facebook, YouTube, etc. Me disant que mes tests étaient intéressants. Je vous rassure, ils n'engagent que moi, hein, ce sont mes tests et c'est mon ressenti. Mais des personnes m'ont contacté en me disant « Oui, tu donnes pas de notes à tes tests ». Non, je ne donne pas de notes à mes tests. Et là où potentiellement, des fois, je ne suis pas d'accord avec certains youtubeurs dans leur démarche de test, je dois admettre que par rapport à certains, je suis d'accord que donner une note sur un objectif ou sur un appareil photo, ça ne veut rien dire. Tout dépend de l'usage que vous en aurez et que vous en avez. Tout dépend du ressenti que vous allez avoir à l'utilisation de cet objet. Dans ce cadre-là, donner une note, pour moi, ça ne sert à rien. Puisque la note que moi je lui attribuerai ne correspondrait pas peut-être à celle que vous lui attribueriez. Donc dans cette optique-là, je préfère vous donner mon ressenti, faire une analyse des tests que j'ai fait sur le terrain ou en studio, plutôt que vous dire ouais il vaut 19 sur 20, achetez-le sans problème les yeux fermés, et puis qu'au final vous l'achetiez et puis qu'il ne corresponde pas du tout à ce que vous attendiez et ce que vous avez ressenti lors de la vision de ma vidéo, et que vous soyez frustré. J'ai pas envie de perdre des abonnés pour une question de ressenti, donc je préfère donner un ressenti plutôt qu'une note. Voilà pourquoi je ne donne pas de note aux objets que je teste dans mes vidéos. Je vous dis à bientôt, faites-vous plaisir, faites des photos.